On quitte l'ambiance des flash mobs pour la page éco, Alice. Pas de flash mob sur ce plateau. Non, la page encore, économie déjà avec nos invités ce soir. Bonsoir Wilfried. Ce soir, on s'intéresse au monde de l'entreprise avec notre premier invité Bertrand Decré. Bonsoir. Vous êtes président du MEDEF dans les Yvelines. Et puis, dans un instant, on va parler d'une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles qui s'intéresse aux entreprises qui s'ouvrent à l'international avec nos deux autres invités. Jacques Ampinet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG de la société Contrôle 6 qui est basée à Guyancourt. Et à mes côtés, Sylvie Maillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérante associée d'Axo, qui est une agence de conseil en communication basée à Montigny. Alors Bertrand Decré, je vous avais reçu dans le fil éco il y a quelques mois pendant la campagne présidentielle en fait. On avait décortiqué les programmes proposés et vous me disiez à l'époque que la voix des PME n'était pas assez entendue. Quel est votre sentiment aujourd'hui alors que le gouvernement Ayrault vient de se mettre en place ? Le même. Je pense que ça n'a pas changé. D'ailleurs, comment ça aurait pu changer en quelques mois de campagne ? On a vu des effets d'annonce. La PME intéresse tout le monde. Alors tout le monde en parle. Il n'empêche que d'ailleurs c'est sur votre plateau, quand j'ai demandé à l'invité politique sa division de la PME, elle était bien ennuyée. Mais d'ailleurs, la pauvre, vous demandez à M. Ayrault, notre Premier ministre, d'avoir une démission claire. Je pense qu'il aura du mal à vous en donner une. Donc il y a toujours une incompréhension. Non, une incompréhension de nos vrais besoins. On TPE. mélange tout. On nous parle des patrons. Quand on parle des patrons, on en parlait tout à l'heure en coulisses, un patron, on ne voit que le CAC 40. Mais en fait, les patrons français, soit 90% des patrons français, sont des patrons de PME. Alors, une des premières mesures prises par le nouveau gouvernement qui a fait un petit peu bondir des chefs d'entreprise, c'est l'augmentation de 2% du SMIC, qui était une promesse de campagne. Alors, Laurence Parisot, qui est la présidente du MEDEF au niveau national, a pourtant déclaré que cette hausse n'aurait que peu d'incidence sur l'emploi et sur la création de l'emploi. Quelles conséquences, à votre avis, pour les chefs d'entreprise ? Pourquoi cette inquiétude ? Il faut relativiser. De toute façon, c'est simple. Quand vous augmentez une charge dans une entreprise, ou vous baissez son résultat, ou vous la faites... donc il va falloir trouver une solution. Il va trouver une solution de compensation. Donc il faut augmenter les prix, ça va générer de l'inflation. C'est jamais neutre. C'est jamais neutre. Alors, 2%, bon... Parce que la hausse a été moins élevée que prévu. Oui, mais raisonnons par l'absurde. Augmentons de 10%. Qu'est-ce qui va se passer ? La masse salariale va augmenter globalement de 7-8% avec le taux de SMIC. Vous serez obligé de retrouver dans les autres salaires qui vont avoir une même péréquation, un même niveau. Vos charges vont augmenter. Si vous devez en sortir, il faudra augmenter vos prix. Et donc le salarié, in fine, va se retrouver avec des prix plus hauts. Donc c'est plus de l'effet d'annonce pour moi. D'accord, ça ne faisait pas partie des propositions du MEDEF pendant la campagne. Non. Alors un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est le projet de loi de finances rectificative 2012 qui prévoit 7,2 milliards de hausse d'impôts pour réduire le déficit de la France. Les grandes entreprises sont visées car celles réalisant plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires devront payer une majoration exceptionnelle de 5% de leur impôt sur les sociétés, l'IS. L'État espère dégager avec cette mesure 800 millions d'euros. Quel est votre sentiment sur cette nouvelle mesure ? C'est encore une taxe de plus. Aujourd'hui, le cœur de notre message est de dire qu'il faut redonner de la compétitivité à nos entreprises. Alors comment on fait ? C'est en les taxant moins. Je crois que le MEDEF avait fait une proposition très construite là-dessus, sur la TVA sociale, qui avait été en partie reconnue et appliquée par le gouvernement précédent. Je dis bien en partie, parce que souvenez-vous, je m'en étais expliqué sur votre plateau. Nous proposions une hausse de la TVA pour financer une baisse des charges patronales, mais nous l'accompagnons d'une autre mesure qui est une baisse des cotisations salariales avec une hausse de l'assiette de la CSG sur les revenus du capitaux, qui permet de compenser les deux. Et de ce fait, on pouvait baisser les charges des entreprises et donner de la compétitivité. Il est dommage que ni la droite ni la gauche n'aient retenu la position complète. Ça, on pense que c'est une chance qu'on a perdue. Alors, et en plus, là, la TVA sociale va être bougée, donc dommage. Sylvie Maillard, donc vous êtes gérante associée dans une agence de conseil en communication. Vous allez intervenir tout à l'heure pour parler de vos activités, mais vous étiez plutôt d'accord à ce que vous avez entendu là sur les déclarations du président du MEDEF. Oui, tout à fait. Nous, on est une TPE et très honnêtement, l'augmentation des charges sociales l'augmentation de la masse salariale pour une toute petite entreprise, c'est tout simplement du non-recrutement. Quand vous avez 6 salariés, passer au 7e, c'est un sacré gap.
c'est un sacré investissement. Vous le faites pas à la légère. Donc c'est vrai que si les coûts augmentent, ça vous fait encore plus réfléchir. Et c'est vrai que nous, on serait plutôt en attente de solutions qui aident les toutes petites entreprises à créer de l'emploi, parce qu'on a besoin, effectivement, je pense qu'on contribue au tissu économique en France largement. Il n'y a pas que les grands groupes. Pour l'instant, vous n'avez pas le sentiment d'être entendu par le nouveau gouvernement? Très honnêtement, j'ai pas le sentiment d'être aidé, moi, en tant que TPE. Non. Très honnêtement, non. On a financé pas mal de choses sur nos capitaux personnels pour démarrer et on s'est serré la vis. Vous êtes inquiète pour ce nouveau quinquennat? Non, pas véritablement, parce que nous, on est sur une niche qui fonctionne bien. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, oui, c'est l'économie globale, la paupérisation de la population. Oui, c'est ça, effectivement, c'est inquiétant. Mais par rapport à mon activité, non, j'ai pas d'inquiétude particulière. Non, mais c'est significatif. Là, chez l'entreprise qui s'exprime, vous l'avez vu en direct. C'est ça que je représente, c'est ça que je veux vous dire. C'est exactement la même chose. Quand on alourdit la fiscalité d'entreprise, quand on alourdit les charges, on empêche leur compétitivité de se développer. Et vous parliez du recrutement, Sylvie Maillard. On va faire un point sur les derniers chiffres du chômage. 50 980, c'est le nombre de demandeurs d'emploi dans les Yvelines en mai 2012, soit 350 personnes de plus qu'en avril. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi sur le département a augmenté de 6%. Si on s'intéresse au niveau national à présent, le taux de demandeurs d'emploi de catégorie A, donc les personnes qui n'ont pas travaillé, a augmenté de 1,2%. Et c'est du jamais vu depuis octobre 99. Donc vous êtes 3 chefs d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait perdurer son activité dans un climat qui n'est vraiment pas très favorable? On va peut-être demander à Jacques Campinet, qu'on n'a pas encore entendu, vous qui êtes PDG de Contrôle 6 à Guyancourt. Oui, tout à fait. Je suis par ailleurs, vice-président CGPME Industrie des Yvelines. Et je peux vous apporter aussi le témoignage à ce titre-là. Il est très clair qu'aujourd'hui, les PME, d'une manière générale, s'interrogent beaucoup. Il est clair qu'on assiste plutôt à un problème de trésorerie fondamentale pour les PME. Et je précise, pour des PME qui sont tout à fait viables. Et qui traversent une période quelque peu difficile pour des raisons diverses et variées. On va dire des séquelles des séquelles de 2008-2009, par exemple, où elles n'ont pas encore su vraiment et pu reconstituer leur trésorerie et leurs fonds propres. Donc aujourd'hui, elles sont fragilisées. Pourtant, je suis personnellement très impliqué aussi dans le domaine de l'innovation. Je peux vous dire qu'en France, nous avons des perles, des véritables perles technologiques qui ne demanderaient pas mieux que de pouvoir démarrer. Et aujourd'hui, la trésorerie est très faible. Donc ces entreprises apporter un coût supplémentaire en termes de charges, c'est leur interdire de recruter, pour certaines, même y compris la faim. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut vraiment comprendre et que notre nouveau gouvernement doit prendre en prendre toute la mesure. Il y a un risque profond et grave aujourd'hui. Alors, le dernier mot de cette première partie de chronique revient à Bertrand Decré. De quelle manière le MEDEF va pouvoir peser dans les décisions, dans les projets de loi de ce nouveau quinquennat? Bien, comme nous l'avons toujours fait. Aujourd'hui, et paradoxalement, on aura peut-être plus les coups des libres, les coups des franches. Vous savez, moi je trouve qu'il faut rester simple. Et là, on a eu 2 expressions. 2 entrepreneurs nous ont dit, un, j'aurais du mal si on me monte à embaucher. L'autre nous dit, on a un souci de trésorerie, donc de capitaux propres. On le sait, c'est les capitaux qui sont menacés, on sait que c'est les 2 problèmes. Les charges, un coût du travail trop cher et pas assez de capitaux propres. Bon, c'est là-dessus qu'on se battra. Très bien, merci beaucoup Bertrand Decré. On va tout de suite regarder un reportage. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles a créé un groupe qui s'intéresse aux entreprises qui s'ouvrent à l'international pour les aider et les encadrer. C'est un reportage de Catherine Zulato et Élodie Moine. Pascal Pelletier est PDG d'une société de lutte contre les risques incendies. Il compte 18 salariés. 50% de son chiffre d'affaires est fait à l'export.
Sa société est implantée au Maroc et ses débuts ont démarré au Sénégal. Selon lui, se développer à l'international, ce n'est pas forcément facile. Très difficile. Très difficile. D'abord, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas arriver en conquérant. Vous savez, la France a été une grande nation à l'exportation. Elle a été très représentée, très représentative. Aujourd'hui, elle a perdu de son aura parce que beaucoup d'autres pays aussi font de l'export. C'est clair, c'est un combat permanent. Beaucoup de modestie. Une expérience qui a intéressé la Chambre de commerce. Elle vient de lancer le Club International Yvelines pour proposer des formations, aider les chefs d'entreprise dans leur démarche administrative. Pour Pascal Pelletier, un accompagnement indispensable. C'est pas le tout d'aller partout et nulle part finalement. Après, ce qui est important, c'est la notion économique et de savoir organiser son développement, savoir se faire aider. Il y a UbiFrance, il y a évidemment la Chambre de commerce, il y a la COFAS. Ce chef d'entreprise a pu compter sur un suivi individualisé, ce qui, selon lui a permis un développement exponentiel. Aujourd'hui, le taux de croissance de sa PME s'établit entre 25 et 30% par an. Dans les Yvelines et le Val d'Oise, 4200 entreprises sont exportatrices. 400 d'entre elles bénéficient déjà d'un accompagnement à l'international. Alors on retrouve nos invités qui étaient déjà en plateau pour cette chronique économie. Est-ce que c'est nécessaire un tel dispositif? Déjà 400 entreprises qui sont accompagnées, Jacques Ampinet. Oui, c'est au niveau de la CCIV, donc c'est un travail important de l'appui aux entreprises et notamment de son groupe de travail international pour poursuivre par rapport à ce que nous disions aujourd'hui sur la situation des PME. Un grand appel d'air pour les PME françaises, c'est justement l'export. Mais c'est donc une demande des entreprises de plus en plus. De plus en plus, on sent aujourd'hui la demande des entreprises. Vous savez, toutes les entreprises sont interconnectées. Il y a le net, il y a tout ce que l'on veut. Il y a les réseaux aussi. Il y a les réseaux, exactement. Et je dirais aujourd'hui, beaucoup de PME qui jusqu'à maintenant ne se posaient pas la question de l'export se la posent avec une certaine inquiétude parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau dans leur process. Donc, ils ont, ces chefs d'entreprise, besoin d'aide. Donc, il y a une demande grandissante. Et c'est pour ça que la CCIV a décidé de constituer des groupes, des clubs d'entrepreneurs à l'export dans le 95, puisque je vous rappelle que la CCIV couvre aussi. Le 95 et les Yvelines, certes jusqu'à la fin de l'année, puisque vous savez que nous avons une réforme, mais dans les deux départements, donc, nous créons des clubs d'entrepreneurs à l'export qui ont en fait un double objectif. Premièrement, de sensibiliser les entreprises aux possibilités qui sont les leurs à l'export. Nous découvrons énormément de petites PME, voire des TPE parfois, qui ne se sont même pas posé la question et qui ont la capacité d'exporter, y compris dans les pays asiatiques, y compris aux États-Unis. Et donc, il faut absolument favoriser ça. Nous avons un déficit colossal du commerce extérieur. Il est évident que c'est un moyen aujourd'hui de rattraper un peu les choses. Et le but donc de ce club, c'est d'une part faire dialoguer les entrepreneurs de PME qui sont d'ores et déjà à l'export, et il y a des expériences extrêmement enrichissantes à développer, et aussi d'aider les patrons de PME qui n'ont pas encore exporté à l'export, faciliter les choses, je dirais, profiter un peu de ceux qui ont essuyé les plâtres en quelque sorte. Alors à vos côtés, Sylvie Maillard, qui donc est ouverte à l'étranger, à Sofia, en Bulgarie. On a créé une société de droit bulgare à Sofia il y a 2 ans. Est-ce que ça marche, ce club, pour votre activité? Et en tout cas, moi, je trouve ça super. C'est vrai que quand vous êtes patron d'une TPE, vous êtes souvent isolé parce que vous travaillez énormément. Vous êtes enfermé dans votre travail et pouvoir échanger avec vos pairs, c'est quelque chose d'essentiel. Ça permet d'aller plus vite, de trouver des réponses sur des questions que vous vous posez et que d'autres ont déjà vécu, expérimenté. Et puis, oui, le sentiment d'être moins seul, de pouvoir se regrouper, partager des expériences communes et puis un enthousiasme qui est assez commun à tous les exportateurs. Et c'est vrai qu'en plus, tout le personnel de la CCIV est super dynamique et crée une énergie fabuleuse. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer, vous, en vous ouvrant à l'international? Et puis, donc, les difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise qui font partie de ce club? Quelles sont les demandes les plus récurrentes? En ce qui concerne la loi, peut-être plus particulièrement aussi, parce que quand vous vous installez dans un autre pays, il faut se baser sur la loi du pays. Oui, tout à fait. Alors,
quelque chose qui est un petit peu complexe au départ, surtout quand vous ne parlez pas la langue, quand l'alphabet n'est pas le vôtre. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses. La première étape, c'est de savoir bien s'entourer, trouver un bon comptable et un bon avocat. Et des gens en qui vous pouvez avoir toute confiance. Alors c'est vrai que la Chambre de commerce franco-bulgare nous a aidé à accéder à des listes d'adresses de cabinets comptables, de juristes, dont on s'est rapproché en toute quiétude, parce que c'est vrai que dans certains pays, vous pouvez vous interroger sur les prestataires que vous trouvez dans ces domaines. Et ça, c'est vraiment indispensable pour déjà bien démarrer. Bertrand Decré, justement, ce témoignage d'une chef d'entreprise qui s'installe aussi à l'étranger, à travers l'Europe. Il ne faut pas que les petites entreprises aient peur de s'installer à l'étranger aussi. Moi, je trouve ça fabuleux. J'écoute madame et je trouve ça génial. Elle est l'exemple même du dynamisme de nos entreprises. Et moi, quand j'entends Jacques Campinet ou madame parler, je trouve ça fabuleux. Et c'est ça que doivent favoriser nos gouvernements. C'est justement ce dynamisme, c'est cette force, parce que les emplois, on les créera avec justement le travail de ces entrepreneurs. J'en ai un peu assez, vous voyez, je le dis souvent sur le plateau, qu'on nous parle des patrons comme des exploiteurs, que les patrons, c'est vous, ils sont là, on est autour de la table, et ces expériences, ces gens qui sont des fricheurs, qui vont découvrir, qui vont mouiller la chemise, qui vont créer de l'emploi. C'est ça la richesse de la France. C'est avec eux qu'on se verra. Bravo, en tout cas. Merci. Mais l'ouverture à l'international, pour vous, pour votre activité, quelle part cela représente de votre chiffre d'affaires ou de votre activité globalement? Est-ce que ça a boosté votre activité? C'est un élément complémentaire. Nous, on est allé chercher une expertise technique et on a décidé d'exporter notre savoir-faire dans l'Est de l'Europe. Nous, notre savoir-faire, c'est la conduite de projets dans le domaine de déploiement de solutions Internet, intranet. Et si effectivement, en Bulgarie, ils avaient de fortes compétences informatiques, on s'est rendu compte que ça n'était pas suffisant pour conduire des projets un petit peu sérieux et qu'il y avait aussi toute la conduite de projet, l'organisation, le suivi, la tenue des délais, etc. Donc nous, ce qu'on exporte effectivement, c'est complètement immatériel, c'est la compétence à savoir conduire ce type de projet, et c'est ce qui nous a permis de démarrer un partenariat avec une grande agence de communication française implantée à Sofia en Bulgarie, qui justement, après avoir éprouvé quelques difficultés à travailler avec des partenaires locaux, a apprécié de rencontrer une entreprise franco-bulgare qui apportait aussi ce savoir-faire, en plus de la capacité à traiter d'un point de vue technique les sujets. Est-ce que c'est un développement qui aurait pu se faire avant? Parce que là, on se dit qu'avec les nouvelles technologies, je pense notamment aux visioconférences, on peut se dire que s'ouvrir à l'international est plus simple aujourd'hui qu'il y a peut-être une vingtaine d'années. C'est une évidence. Nous, on est habitués à travailler à distance. La plupart de mes collaborateurs sont à distance. On utilise des outils tels que Skype pour communiquer, des systèmes de gestion de fichiers partagés. Bien sûr, oui, c'est un facilitateur incontournable. Aujourd'hui, travailler avec l'autre bout de la Terre, il n'y a plus que des histoires de décalage horaire qui deviennent problématiques. La transmission des informations, la communication, elle est possible, tout le monde parle anglais. Et, non, c'est facilitateur, effectivement, oui. Alors, Jacques Campinet, pour terminer, comment est-ce qu'on peut faire partie de ce club ? C'est très simple. Il suffit d'y adhérer, de contacter la CCIV, de contacter notamment Mathilde Bendler, qui est la responsable internationale au niveau de la CCIV. Mais on peut ne pas avoir encore d'activité à l'étranger. Ça peut être avant, en préparation. Voilà. C'est même d'ailleurs fortement souhaité. C'est-à-dire qu'une entreprise qui souhaite exporter, compte tenu des nombreuses embûches que l'on rencontre à l'export, il est fortement souhaitable justement d'avoir le dialogue avec elle avant, car nous sommes au niveau justement de ce club capables de les orienter, de donner des conseils. Et je dirais même, quand cette entreprise commence son travail à l'export, elle peut très bien faire partie d'un groupe local sur un pays donné où on s'entraide localement. C'est aussi le deuxième objectif, ça, c'est de pouvoir se regrouper, s'entraider avec les chambres de commerce locales, chambres de commerce favoriser françaises. les réseaux. Exactement, etc. Favoriser les réseaux, on y revient toujours et toujours et toujours. Merci à tous les trois. Merci également à Merci. Alice. Prochaine page éco sur TV Fil, le magazine Fil Éco, à l'antenne dès ce week-end sur notre site internet également. Oui, tout à fait, qui porte sur le marché du bâtiment. On sera en direct de la ZAC de l'Aérostat à Trappes pour décrypter un petit peu les tendances de ce marché, le neuf, la rénovation et puis les attentes avec le nouveau gouvernement. Nous ouvrons à présent le décryptage de cette édition du 5 juillet du 7-8 consacré au logement étudiant.